Chers amis, chers internautes, merci d'être avec nous pour cette table ronde consacrée et dédiée exclusivement à l'enseignement supérieur et à la question de l'accessibilité. Sans plus attendre, je vais commencer par vous présenter celles et ceux qui ont accepté notre invitation à venir débattre, échanger, prospecter avec nous au cours du temps qui s'ouvre. Tout d'abord, à mes côtés, Éric Chenu, vice-président de la FNMF. Bienvenue à vous. À côté de lui, Hélène Legault, chef du service handicap à l'ONICEP. Bienvenue Hélène. À ma gauche, nous avons Margaret Kopoka, diplômée de Master 2, accompagnement des personnes à besoins éducatifs particuliers et élue du 12e arrondissement. Et puis nous avons avec nous, à distance, Marie Piron, représentante de l'Association des villes universitaires de France. Bonjour à vous. Julien Thierry, Bonjour. vous êtes étudiant en licence de droit à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous nous apporterez aussi votre éclairage particulier. Et enfin, pour conclure, reprendre, faire émerger certains sujets, nous avons avec nous Cédric Villani, mathématicien médaillé Fields, député de l'Essonne, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Merci d'avance à tous et toutes de ce temps que nous allons partager ensemble. Alors peut-être pour situer l'échange que nous allons avoir, nous souhaitions à l'occasion de cette université d'été lancer un chantier que nous attendons tous avec impatience et que nous souhaitons poursuivre jusqu'en 2023, date de la prochaine mandature de notre Conseil. Ce chantier sur l'enseignement supérieur, nous le voulons dans la diversité de ce qu'est l'enseignement supérieur, ses similitudes, dans ses différences, dans ses innovations et ses difficultés, afin de proposer, et c'est là l'axe fort de nos travaux, une nouvelle réflexion stratégique pour un enseignement supérieur accessible dans toutes ses dimensions. Et pour démarrer ces travaux, nous avons donc réuni ce premier panel de partenaires pour échanger, débattre ensemble. Les constats, ils sont connus, ils sont partagés, ils sont parfois ressassés, aurait-on tendance à dire. Une hausse quantitative tout à fait remarquable du nombre d'étudiants en situation de handicap, mais un budget identique depuis 2007, budget ministériel identique. Une diversification des profils d'étudiants qui arrivent dans le supérieur, mais une réponse quasiment unique, le ou la preneur de notes. Des outils, des ressources multiples, des sensibilisations, des formations, mais des parcours qui montrent encore et toujours une adéquation forte entre les parcours des étudiants en situation de handicap et leur type de trouble. Alors, si des efforts indéniables sur la mise en système de l'accueil et de l'accompagnement sont actuellement mis en place, les étudiants disent encore peu participer aux activités liées à la vie étudiante et de campus. Enfin, et je conclurai ces quelques mots introductifs là-dessus, des travaux de recherche menés en 2017 ont souligné une contradiction inattendue entre le haut degré de satisfaction vis-à-vis des aménagements mis en œuvre et l'importance des étudiants qui font part de leur expérience de limitation qui perdure malgré la mise en œuvre de ces aménagements. Et les auteurs, Segon, Brisset et Leroux pour les citer, de conclure leurs propos, ceci peut nous amener à penser que les jeunes, en affichant une satisfaction remarquable, manifestent ici une forme d'intériorisation, voire de banalisation des limites liées à l'environnement. Alors l'accessibilité de l'enseignement supérieur, mythe ou réalité? C'est ce que nous allons voir dès à présent avec Julien Thierry. Julien, par rapport à ces quelques éléments dressés, accords, désaccords, est-ce que cela vous parle? Voilà, à partir de votre expérience, qu'est-ce qui pourrait vous sembler déterminant sur cette question de l'accessibilité de l'enseignement supérieur? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est un véritable honneur d'être présent aujourd'hui pour vous donner mon témoignage sur les observations qui ont pu être faites. Alors je vais très clairement les reprendre point par point afin d'être précis et de faire court le plus possible. Effectivement, sur le budget ministériel, il est évident que quand on souhaite adapter un minimum l'accès à l'enseignement supérieur, la première chose absolument nécessaire, c'est d'avoir un budget en conséquence. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas depuis de nombreuses années. Malheureusement, je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes en situation de handicap puissent changer ça, puisque ça dépend avant tout d'une politique nationale. En ce qui concerne l'aide à l'enseignement supérieur et notamment la prise de notes,
Il est vrai, et je ne pense pas me tromper en disant que c'est effectivement quasiment la seule réponse proposée par les universités dans le cadre d'une aide au suivi du cursus. Pour autant, je ne suis pas certain que les universités elles-mêmes puissent faire autre chose pour les étudiants en situation de handicap. Je vais détailler très simplement. Vous arrivez à la fac, vous êtes en situation de handicap, et handicap au sens large, ce qui inclut des handicaps physiques, des handicaps mentaux. Vous avez principalement des difficultés pour la plupart du temps à prendre vos cours. Vous allez donc voir la mission handicap, vous prenez un rendez-vous et on vous dit on va recruter un preneur ou une preneuse de notes. Jusqu'ici, pas de problème. Sauf qu'à titre personnel, je pense que la plus grosse difficulté pour un étudiant en situation de handicap, lorsqu'il accède à l'enseignement supérieur, c'est le temps. Je vais illustrer ça avec un exemple. Vous commencez vos cours, 2 semaines après, vos travaux dirigés commencent. Travaux dirigés impliquent forcément beaucoup de devoirs à rendre, sauf que pendant ce temps, vous n'avez toujours pas de preneur de notes, parce que ça demande du temps de recrutement par l'émission de handicap. Il faut trouver un étudiant qui soit d'accord pour faire ça, il faut l'embaucher, et ça demande du temps. Donc, à partir de là, vous avez déjà un problème pour l'étudiant qui est de récupérer ses cours avant que les travaux dirigés commencent. Et pour le coup, je tiens tout de même à préciser que ce n'est absolument pas la faute des missions handicap, puisqu'elles sont, elles, tenues aussi par des délais et un process à respecter. Mais l'étudiant va déjà avoir, dès la première semaine d'université, des difficultés pour avoir les cours. Alors, évidemment, si vous allez voir le professeur, il est certainement très rare que celui-ci vous refuse de vous donner un cours ou que vous puissiez l'enregistrer pour vous avoir le cours à côté en attendant d'avoir quelqu'un qui prend vos notes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a d'autres points plus compliqués, et là, cette fois, liés purement à l'état de santé de la personne en situation de handicap, qui va être la présence d'une auxiliaire de vie, ce qui n'est pas toujours toléré par des universités où il faut un process particulier. Vous avez des contraintes liées, je pense notamment par exemple à l'utilisation d'une ventilation ou de trachéotomie qui nécessitent des soins particuliers. Et c'est compliqué de lier justement ces soins avec le suivi d'un cursus. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait vraiment pas de solution sur ce problème. La crise sanitaire en a été un exemple, puisque tout le monde ici a été amené à utiliser Zoom ou Teams, nous le faisons encore aujourd'hui d'ailleurs, pour soit travailler à distance, soit étudier à distance. Et je dois dire que même si c'était désagréable de suivre son parcours à distance, c'est peut-être la première fois que l'ensemble des étudiants en France a été mis au même niveau pour suivre ses cours. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de barrière pour les personnes en situation de handicap, puisqu'elles pouvaient accéder aux cours à distance comme tout le monde, et les personnes dites valides étaient sur les mêmes règles, si je puis dire. Donc, peut-être que la crise sanitaire peut nous apporter un point de réflexion là-dessus pour les personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas forcément, qui plus est, accéder aux amphithéâtres ou aux salles de travaux dirigés, avoir cette option pour pouvoir suivre un cours. Évidemment, ça poserait plusieurs problèmes, notamment du droit à l'image, le fait de déposer son cours et le reste qu'il n'y ait plus d'étudiants dans l'amphithéâtre. Voilà, mais c'est peut-être une piste de réflexion là-dessus, mais effectivement, à l'heure actuelle, la seule réponse quasiment donnée par une université pour un étudiant en situation de handicap est le preneur de notes. Un autre point, je pense notamment au fait qu'il y ait des formations, des outils, des ressources multiples et qu'il y a une adéquation entre les parcours des étudiants et leur type de trouble. Effectivement, comme évoqué précédemment, quand vous apportez une réponse unique qui est le preneur de notes, eh bien, ça ne correspond pas à tous les types de handicap et on va généralement se retrouver avec une réponse non adaptée pour la personne qui arrive dans ses études. Évidemment, si je prends mon titre personnel, étant myopathe, un preneur de notes est absolument indispensable. Pour autant, est-ce qu'une personne qui souffre d'autres troubles, mais qui peut prendre ses notes, n'aura peut-être pas besoin de ce type d'aide, mais d'autres aides? Alors effectivement, ça demande peut-être une réflexion au niveau des universités elles-mêmes sur le type d'aide qu'elles puissent proposer. Reste à savoir lesquelles et comment surtout les adapter au plus grand nombre. En ce qui concerne l'accueil des étudiants par le personnel universitaire et les professeurs eux-mêmes, je n'ai jamais rencontré de difficultés par rapport à ça.
la plupart des professeurs, des chargés de TD que j'ai eu à côtoyer ont toujours été très ouverts aux questions du handicap. Ils n'y sont pas forcément formés. Et c'est peut-être un relevé de ma part quand je leur parle d'une myopathie. Alors, ils connaissent de nom, ils connaissent un peu le téléthon, ils savent de quoi ça parle, mais ils ne connaissent pas le handicap précisément. Alors, en soi, je ne leur en veux pas, ils n'y sont pas forcément confrontés régulièrement, parce que même s'il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap, ça reste tout de même très faible par rapport aux étudiants valides, si je puis dire. Mais la plupart des professeurs sont très ouverts sur la question du handicap et ne demandent qu'à être formés par rapport à ça. Alors, à titre personnel, quand on parle de sensibilisation au handicap pour les universités, j'avoue ne pas avoir beaucoup de retours par rapport à ça en ce qui concerne mon université, puisque je ne connais même pas sa politique sur le handicap, mais je ne doute pas qu'elle en ait une. Simplement, c'est vrai qu'il est peut-être dommage que beaucoup d'universités en France ne mettent pas plus en avant leur politique du handicap, ne serait-ce que pour les concernés directement, mais aussi pour les étudiants qui, eux aussi, ont une méconnaissance des handicaps en général. Et j'en suis certain, souhaiteraient avoir plus d'informations pour aussi savoir comment interagir avec ces personnes. Parce qu'on parle aussi dans ce rapport d'accès à la vie étudiante pour les personnes en situation de handicap. Vous savez, le handicap en général, même si on est en 2021, qu'il y a des évolutions sociales, ça fait encore peur. C'est plus vrai quand vous avez un handicap lourd. Et les étudiants ne savent pas forcément comment réagir quand vous avez une personne en face de vous qui est trachéotomisée, qui est en fauteuil roulant, ou qui a, je ne sais pas, des troubles mentaux. Enfin, les handicaps sont très variés. Donc, si vous arrivez aussi à sensibiliser les étudiants, par définition, l'accès à la vie étudiante sera plus facile. Mais la question est plus globale. Je vais prendre un exemple concret. Vous arrivez en début d'année, tous les professeurs se présentent, les assos étudiantes se présentent. Et on vous dit, votre soirée étudiante, votre soirée d'intégration se fera à la boîte de nuit du coin. Je pense ici que tout le monde a été une fois dans sa vie à une boîte de nuit. Je vous laisse imaginer la galère si vous êtes en fauteuil roulant pour arriver à se déplacer à l'intérieur. Cette question-là, en fait, elle soulève une question plus générale qui est celle de l'accessibilité des lieux de vie en France. Ce n'est pas relatif qu'à l'enseignement supérieur. Si vous adaptez les lieux de vie où se situent les étudiants, les personnes en situation de handicap, par définition, auront forcément plus de facilité, à accéder à ces lieux étudiants. Rajoutez à cela que les événements ne sont pas forcément pensés pour des personnes en situation de handicap. Et les assos ne sont pas à blâmer, puisque parfois elles ne savent même pas elles-mêmes qu'il y a des étudiants qui ont un handicap dans leur promo. Et c'est peut-être regrettable qu'à côté des professeurs, des assos, lors de la première journée de fac, il n'y ait pas les personnes en situation de handicap qui viennent se présenter, parler un peu de leur handicap, pourquoi pas avec des associations, déjà pour faire un travail de sensibilisation, mais aussi simplement se faire connaître. Alors enfin, je vais terminer sur la citation de fin, puisque ça fait déjà presque 5 minutes. Sur la citation de Brisset et Leroux, j'ai envie de dire la contradiction en elle-même ne me choque pas. Et je ne pense pas me tromper en avançant qu'elle ne choquera pas beaucoup de personnes en situation de handicap, parce que cette citation, elle est avant tout, j'ai envie de dire, la mise en lumière d'un constat qui relève presque d'une question philosophique, qui est celle de la résignation. Aujourd'hui, beaucoup d'universités proposent quand même un accompagnement et des aides pour les personnes en situation de handicap qui voudraient suivre un cursus. Le problème, c'est qu'on sait tous ici que ces aides ne sont pas forcément suffisantes, qu'il faut aussi une politique nationale pour permettre à ces personnes de suivre un cursus et que le personnel universitaire puisse faire son travail aussi convenablement et de manière efficace. Mais le problème, c'est que cette résignation, elle vient aussi du fait qu'en France, bien qu'il y ait beaucoup de lieux adaptés, c'est encore loin d'être suffisant. Et je pense que beaucoup de personnes en situation de handicap ont assimilé le fait que l'accès à l'enseignement supérieur est au minimum aussi difficile que de vivre sa vie de tous les jours en France en tant que personne en situation de handicap. Donc, qu'il y ait des efforts faits, constatés, ce n'est absolument pas étonnant. Est-ce que c'est pour autant suffisant? La question mérite d'être posée. Merci
Merci Julien de ce rebondissement sur ces premiers propos. On a entendu la question du temps, la question de l'anticipation, la question des process, de situations partagées aussi au regard de la crise sanitaire, et puis aussi plus globalement l'accessibilité dans toutes ses dimensions, et y compris, vous avez insisté sur les temps de vie étudiante et les lieux de vie étudiante. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Margaret Kopoka. Vous avez terminé vos études il y a quelques années. Comment est-ce que, rétrospectivement, vous regardez aussi votre parcours étudiante, votre vécu d'étudiante, et puis est-ce que vous vous reconnaissez aussi dans les propos de Julien, notamment peut-être sur cette dimension sur laquelle il conclut concernant une forme de résignation. Voilà, je vous laisse réagir. Oui, donc je vous remercie beaucoup. Et oui, moi, je me reconnais tout à fait dans les propos de Julien. J'insiste vraiment, pour ma part, de l'importance de rendre l'accessibilité universelle. Si on pouvait créer des campus universellement accessibles à tout le monde, évidemment, la vie d'une personne sur le campus serait plus facile. En fait, moi, mon dernier diplôme, je l'ai eu à la INSCHA, à Suresnes, sur une colline où il faut monter et descendre à chaque fois qu'il faut changer de classe, de lieu. Et c'est très difficile pour les personnes en situation de handicap, que ce soit le handicap en fauteuil roulant comme moi, ou alors les handicaps visuels. C'est vraiment un lieu où on aurait besoin de plus d'aide humaine, d'accompagnement humain pour pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre, pour vraiment avoir que les cours nous soient vraiment accessibles. Parce que c'est une chose de pouvoir accéder au lieu, une chose d'accéder réellement au contenu de la formation. Je pense que c'est ce que disait Julien tout à l'heure. Il faut vraiment adapter l'enseignement pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent vraiment être vraiment participer au même titre que les autres. C'est ce que dit Julien sur l'accessibilité aux événements, par exemple le soir, en autres qui ne sont pas tout à fait sur le temps de cours magistral. Mais c'est très difficile parce que ça se passe dans des lieux où vraiment on n'a jamais pensé qu'une personne en situation de handicap pourrait avoir envie d'aller. Deuxième chose qui m'a frappée, moi, pendant mes études, c'est que nous sommes dans une société qui maintenant a accepté de nous inclure. Bon, inclure, j'aime pas le mot inclusion, parce qu'évidemment, nous sommes là. Donc, voilà. Mais je voudrais bien qu'on passe à une société qui prend plus soin, que nous prenions soin des uns des autres, soin au sens du care. Parce que l'inclusion peut être très violente pour la personne. Donc tu es inclus dans le système, dans la classe, mais alors débrouille-toi. Il faut faire face pour suivre comme les autres. Oh, tu ne peux pas. En fait, moi j'ai beaucoup compté sur la solidarité. D'abord, solidarité depuis qu'on est petite. Si on ne vient pas d'une famille très solidaire qui t'accompagne beaucoup, on ne peut jamais faire des études. Il faut vraiment qu'il y ait une grande solidarité familiale qui permet à ce que nous arrivons au niveau des études supérieures. Et dans les classes, il faut une grande solidarité avec nos camarades de classe pour pouvoir faire face, pour pouvoir suivre tout simplement. Il y a les portes qui sont difficiles à ouvrir, il y a sur le campus les WC qui sont certes peut-être larges, mais qui ne sont pas vraiment adaptés. Et dans ces WC, dans ces lieux, il n'y a pas de sonnette. Vous pouvez tomber dedans toute seule et puis attendre jusqu'à ce que la femme de ménage revienne le lendemain, peut-être. C'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de volonté et compter beaucoup sur les autres pour nous accompagner
pour nous aider, c'est ce que moi j'ai retenu de mes études, aussi la difficulté des transports. Les transports, pour vous déplacer, pour aller sur le campus, c'est vraiment une galère pas possible. Et ça, quand on dit que les études supérieures sont accessibles, oui, à ceux qui ont une volonté de faire, ceux qui sont accompagnés, qui ont des solidarités à côté d'eux, parce qu'autrement, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et les autres, c'est pour ça que moi, je plaide pour une école qui inclut tous les enfants dès leur plus jeune âge, pour que les autres, Julien l'a évoqué, ils connaissent un petit peu, ils n'ont pas peur en fait de nous. Ils connaissent un petit peu, quand on grandit avec les personnes en situation de handicap, on sait que ce sont des personnes comme des autres. Et que donc, même sur le campus, les autres peuvent venir vers vous, vous intégrer dans la vie du groupe. Ça, c'est pas toujours évident quand on est en situation de handicap. Moi, j'ai eu de la chance, après mes études, de travailler aussi à l'INSCHA et d'accompagner une jeune femme qui, elle, était non-voyante. Donc, l'accompagner à la bibliothèque, faire la lectrice pour lire les livres pour elle qu'elle ne pouvait pas lire, et l'accompagner sur différents lieux du campus. Et ça m'a aussi fait découvrir d'autres difficultés que moi, je ne connaissais pas dès ma situation de personne en fauteuil roulant. J'étais loin d'imaginer les difficultés de quelqu'un qui était non-voyant. Et donc, je pense que beaucoup a été fait. Je pense que les profs étaient très sensibles et ont essayé de nous aider de toutes les manières. Mais je pense aussi qu'il y a une expertise qui a été évoquée par le collègue qui a parlé avant nous, qui est celle de la personne qui vit la situation et qui a des difficultés que les autres ne peuvent même pas imaginer. Et que pour réussir ses études, moi, je salue les professeurs qui nous ont accompagnés et mes camarades de classe. Sans eux, je n'aurais pas pu faire parce que vraiment, c'est très, très difficile. Et moi, j'appelle à ce qu'il y ait plus d'aide humaine sur les campus pour accompagner les personnes qui sont en situation de handicap. Merci. Merci Margaret. Vous avez évoqué la question des savoirs expérientiels, de l'expertise, du soutien et de la solidarité, de l'articulation de différentes réponses à pouvoir apporter, et puis de cette volonté de faire qu'il faut parfois avoir dans un environnement qui est pas assez accessible. Je vais maintenant passer la parole à Éric Chenu. Vous étiez engagé et présent lors des chartes, des signatures des chartes universités handicap et grandes écoles handicap en 2007-2008. Presque 15 ans après, quelle réaction ces interventions, quelle réaction de votre part par rapport à ces différentes interventions, quelle perspective, quelle nouvelle forme d'engagement on pourrait prendre, et quels appuis possibles, parce qu'on voit aussi dans les différentes interventions qu'il y a des appuis possibles qui existent pour les étudiants en situation de handicap. Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous et toutes. Alors j'étais effectivement présent au moment de la signature de la charte, mais j'étais même présent en 95 quand, avec un certain nombre d'autres élus étudiants de la mutualité étudiante, d'organisations représentatives des étudiants, d'associations du handicap, on a décidé à Grenoble que c'était plus possible que les étudiants en situation de handicap galèrent autant. À l'époque, on était moins de 2500. Au moment de la signature de la charte, il y en avait à peu près 7500, aujourd'hui 37 000. Donc on ne peut pas dire que ça ne progresse pas. D'un point de vue numérique, ça va mieux. Mais c'était effectivement, comme vient de le dire Margaret, un combat de tous les instants. Ce qui me désole, c'est de voir que 25 ans après, 15 ans après la signature de la charte, ça soit toujours finalement une forme de parcours du combattant. On voit la différence entre les droits réels et les droits
formelle, l'effectivité des droits, aujourd'hui, elle est toujours extrêmement relative par rapport à la question de l'inclusion. Les universités se sont organisées, ont des missions handicap, ont des équipes particulièrement mobilisées, les équipes de la santé universitaire sont très présentes, organisent mieux les choses. Mais pour autant, dans le quotidien que vivent les étudiants, les étudiantes en situation de handicap, les difficultés sont nombreuses. Ils doivent encore aujourd'hui être les logisticiens de leur handicap. Et donc, la question, Julien y faisait allusion, la question du rapport au temps, elle n'est toujours pas réglée. Entre le temps institutionnel, le temps des procédures, des processus, etc., et le temps de l'étudiant, qui est le temps de l'immédiateté. Là-dessus, on a malheureusement assez peu progressé. Et puis, il y a une dimension moi, qui me semble excessivement importante, et alors c'est peut-être mon point de vue aujourd'hui, parce que je travaille dans le champ de la mutualité, et que j'ai un regard assez aiguisé sur les questions de santé, les questions de santé mentale notamment, c'est la charge mentale qu'on impose aux personnes en situation de handicap en général, et aux étudiants en situation de handicap en particulier, qui doivent à la fois assumer la surcompensation liée au handicap, notamment quand les conditions d'études, matérielles, organisationnelles ne sont pas au rendez-vous. Ils doivent en plus, je disais, être les logisticiens, planifier, anticiper. Quand on est en situation de handicap, on ne peut rien laisser au hasard. Il faut, Margaret en parlait à l'instant, il faut prévoir ses transports. On ne peut pas être dans la spontanéité. Il faut prévoir les aides humaines quand on en a besoin, les auxiliaires de vie. Il faut tout anticiper. Et cette double charge mentale, c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte dans les plans d'aide, qui est assez peu appréhendé même dans la parole publique, dans la compréhension de ces enjeux-là. Et donc je pense qu'aujourd'hui, 15 ans après la charte, 16 ans après l'adoption de la loi, il y aurait probablement besoin d'une vraie évaluation des politiques publiques qui ont été menées, qui sont en place, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'opposable porté par les inspections générales de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour qu'on puisse voir là où sont les points d'amélioration, là où on peut progresser. Mais il faut que cette inspection, elle regarde bien évidemment les process, les procédures, ce qui est mis en œuvre, mais qu'elle écoute, qu'elle entende les usagers, les utilisateurs, les bénéficiaires, qu'on soit réellement dans une évaluation participative qui prenne en compte l'ensemble des parties prenantes. Des enseignants, les preneurs de notes, les étudiants en situation de handicap, que toutes les parties prenantes puissent être entendues et pour qu'on puisse voir comment on peut, dans une démarche beaucoup plus participative, voir comment on fait évoluer ces politiques-là. Et puis, moi, il y a un autre élément sur lequel je trouve qu'on n'a pas assez progressé, c'est qu'aujourd'hui, tous les étudiants ne sont pas à égalité. Quand on est en situation de handicap, quand on est sur des handicaps plus ou moins lourds, on n'a pas la même latitude de choix en termes de lieu universitaire où on peut poursuivre ses études, en termes de filières, et notamment sur les filières sélectives. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On est conditionné par rapport au dispositif mis en place par les services d'accompagnement, mais on est aussi conditionné dans son choix par l'accessibilité de la ville universitaire dans laquelle on va poursuivre ses études. Et fonction de cela, et si on est sur des handicaps relativement lourds, le choix se restreint. Et plus le handicap est lourd, plus le nombre de possibilités de filières se restreint. Et ça, c'est quelque chose, en termes de rupture d'égalité, qui me semble absolument inacceptable aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'on obtienne une égalité pleine et entière, mais une égalité effective. Merci d'avoir rappelé cet enjeu fort d'égalité effective, des problématiques autour d'être
logisticien de sa propre situation de handicap, d'avoir pu mettre en perspective la question de l'évaluation des politiques publiques, une évaluation de la qualité continue aussi, on a envie de dire, qui puisse s'appuyer sur le vécu des personnes concernées et leur savoir particulier, et puis d'avoir aussi, bien évidemment, évoqué la question de la charge mentale et de la double charge mentale. On aura probablement l'occasion d'en rediscuter. Je vais sans plus attendre Éric Chenu à interpeller sur la question du choix et de la limitation du choix, et donc je vais passer la parole dans un premier temps à Hélène Legault, justement en termes d'information, d'accessibilité de l'information sur les métiers, sur les filières. Comment est-ce que vous avez réussi à construire des outils qui puissent être utiles pour les jeunes en situation de handicap et leurs familles? Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on fait en sorte que, malgré toutes les contraintes qui ont été évoquées, Super. que ce soit le besoin de solidarité, que ce soit la charge mentale qui pèse sur les jeunes concernés et également sur les familles, que ce soit également le besoin de temps, le rapport au temps qui doit être différent dans le champ du handicap. Donc à l'ONICEP, on a une double démarche pour que l'information, pour l'orientation soit accessible pour tous et utile à tous. Donc il y a un dispositif d'information très conséquent pour l'accès à l'enseignement supérieur. Alors on s'aperçoit bien, au vu des témoignages qui ont été donnés, qu'il y a aussi une dimension psychologique, enfin qu'il n'y a pas que il y a besoin de soutien et de confort. Donc la question de l'orientation, elle n'est pas juste dans le choix d'une filière ou d'un métier. Mais donc on fait en sorte de mettre à disposition beaucoup de ressources qui sont pour la plupart numériques, mais également des publications. Donc pour l'accès à l'enseignement supérieur, l'ONICEP propose des sites qui sont dédiés à la réforme du lycée, que ce soit le site terminal, le site seconde première, le site Horizon 21 pour le choix des enseignements de spécialité, en essayant de découper les phases successives de choix et de détermination du parcours d'orientation, pour permettre aux jeunes de trouver le parcours qui leur convient. Donc il y a des publications également. Objectif Sup, une collection qui s'intitule Dossier, sur les filières d'enseignement supérieur, les parcours sur les métiers et sur les formations. L'ONICEP dispose également d'une imposante base de données sur les formations et les établissements de formation pour la France entière. Donc cette base de données donne accès à tous les établissements de formation. Alors il n'y a pas toutes les informations qu'on pourrait espérer trouver, par exemple, sur l'accessibilité des établissements. Mais en complément, le site de l'enseignement supérieur propose des informations sur l'accessibilité aux jeunes en situation de handicap des établissements d'enseignement supérieur. Il y a également, avec la crise sanitaire et puis parallèlement avec l'essor du numérique, il y a des ressources qui sont très précieuses également. Par exemple, c'est le cas des MOOC qui sont proposés. Dans le cadre du PIA Fun MOOC, l'ONICEP a développé des séquences pédagogiques articulées avec ces MOOC qui permettent de découvrir un secteur d'activité, ses filières de formation, découvrir l'écosystème universitaire et renforcer ses compétences pour la réussite dans l'enseignement supérieur et découvrir les voies de formation dans l'enseignement supérieur. Et dans ces MOOC, les filières en tension font l'objet d'un point d'attention, tout comme la promotion de filières qui sont un peu plus désaffectées par certains publics. Donc voilà, donc il y a tout un dispositif d'information existant sur l'orientation qui ne résout certes pas les difficultés d'accessibilité, mais qui est ouvert à tous les jeunes. Parallèlement, l'ONICEP a développé, donc il y a cette démarche qui est très inclusive où la question du handicap dans les supports que je viens d'évoquer est présente en filigrane mais de façon discrète. On a également des supports d'information plus spécifiques que sont l'espace handicap du site de l'ONICEP qui retrace tout le parcours
de scolarité et de formation du jeune en situation de handicap, les démarches, les acteurs, toutes les informations qui peuvent l'aider à construire son parcours. Cet espace est accessible dès la page d'accueil du site de l'ONICEP. Voilà. Et puis, donc, ce qu'on a pu observer également au moment de la crise sanitaire, c'est qu'elle a renforcé, donc comme le disait Julien dans son témoignage, elle a mis chacun sur un pied d'égalité par rapport aux ressources et à l'outil numérique. Ce qu'elle a souligné aussi, c'est qu'elle a renforcé la nécessité d'autonomie, ce qui n'est pas forcément évident pour tous les jeunes. On sait que construire un parcours d'orientation, c'est accéder progressivement à l'âge adulte, se faire accompagner et se faire aider pour le faire. Pour les jeunes en situation de handicap, c'est parfois plus difficile au vu des difficultés affrontées précédemment qui ont été largement évoquées. Voilà, donc on peut espérer que progressivement de nouvelles formes d'accessibilité soient développées. Merci Hélène, on l'a bien vu, du coup, des outils à la fois transversaux, entre guillemets, et puis des outils spécifiques, et puis la question du passage à l'âge adulte et de l'accompagnement que vous évoquiez. Sur la question du choix, Marie Pierron, justement, on a évoqué la question des difficultés en termes de mobilité, par exemple, de continuum de déplacement, d'environnement, d'accès à la culture, aux loisirs, en boîte de nuit. Voilà, comment est-ce que la FUV, vous travaillez aussi sur ces questions et qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette réflexion? Alors, la VUF, c'est l'Association des villes universitaires de France qui rassemble à peu près une centaine de collectivités de toute taille qui se posent des questions autour des universités et de l'accueil des étudiants dans ces collectivités. Donc, peut-être qu'on ne va pas intervenir vraiment directement sur les boîtes de nuit, mais par contre, pour ce qui est de l'accessibilité de la ville, c'est une vraie question de toute façon que se posent les collectivités territoriales pour l'ensemble des habitants de leur collectivité. Chacune des collectivités va avoir, je dirais, peut-être une approche différente. Il n'y a pas forcément une approche globale sur ces questions-là, mais parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Je pense à la métropole de Lyon qui va accueillir de très, très nombreux étudiants à différents endroits. Ils ne vont pas forcément se poser la même question que la ville de Redon en Ille-et-Vilaine qui, elle, va avoir un campus connecté et peut-être des BTS. Donc, les réponses qui vont être apportées par les collectivités vont aussi tenir compte de leur réalité, du nombre d'étudiants qu'ils peuvent accueillir et puis de leur politique locale en matière de handicap. Ça me semble être effectivement quelque chose d'important. Avec la VUF, on se pose des questions effectivement sur comment favoriser les liens entre les universités et les collectivités territoriales. Et je crois que sur la question de l'accessibilité, eh bien, c'est une question qu'on va devoir traiter et dont on va se saisir, je n'en doute pas, prochainement. Parce que c'est une question importante. Effectivement, comme Julien l'a dit, la vie des étudiants ne se résume pas à l'université. En tout cas, il faut qu'elle ne se résume pas à l'université. Il faut aussi que les étudiants puissent être intégrés dans la ville, participer à la vie de la ville. Et je pense qu'une des choses que peuvent faire les collectivités territoriales, c'est d'essayer de diminuer cette charge mentale dont nous avons été plusieurs à évoquer. Par exemple, en ayant une communication qui soit plus adaptée pour savoir si tel équipement culturel est effectivement accessible, quelle forme d'accessibilité elle offre. Pareil pour les équipements sportifs et pour toutes les actions que peuvent mener les municipalités et les autres échelons territoriaux. Donc ça me semble effectivement être quelque chose d'important. Une autre chose sur lesquelles les collectivités territoriales peuvent agir avec leurs partenaires de l'enseignement supérieur et qui est permise notamment par la nouvelle loi de programmation de la recherche, c'est le volet sciences avec et pour la société. Ce nouveau volet de la loi offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements d'enseignement supérieur de mener des formes de recherche dites participatives. Et Eric l'a bien mentionné, c'est quelque chose qui est important que d'entendre l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. Et donc, cette nouvelle loi qui est assortie de financement
pourrait permettre notamment à des collectivités territoriales, avec des partenaires universitaires, de travailler sur l'évaluation des politiques publiques, de travailler sur des sujets spécifiques. Par exemple, à Ivry, nous, on a travaillé sur la question de marchabilité, donc le périmètre de marche autour d'un de nos équipements publics. Et l'idée, c'est à partir des résultats de cette recherche, d'améliorer l'accessibilité autour de cet équipement. Mais c'est quelque chose qui est réplicable partout ailleurs, etc. Donc, voilà globalement le message que je voulais faire passer. C'est les collectivités territoriales ont un rôle important, rôle qui doit effectivement se faire en lien avec les établissements d'enseignement supérieur. Et on sent que les choses évoluent, et les choses évoluent, à mon avis, dans le bon sens. À Ivry, j'ai 2 établissements d'enseignement supérieur sur les 15 qui sont présents, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils accueillaient des étudiants en situation de handicap. Une école supérieure du numérique qui accueille plus particulièrement des étudiants avec un trouble du neurodéveloppement. Eh bien, on va pouvoir travailler avec eux pour essayer de voir comment on peut favoriser leur accueil au-delà de cet établissement, mais aussi dans les collectivités, dans notre collectivité territoriale, pour que ce temps étudiant se passe mieux. Et je pense qu'un point aussi important, puisqu'à la suite des études, il va y avoir l'insertion professionnelle. Et là, les collectivités territoriales ont aussi un rôle important à jouer en matière de développement économique. Là, plus forcément les communes, mais ça peut être les intercommunalités ou la région. Je dirais en favorisant un tissu local sur des domaines innovants. À ce moment-là, c'est aussi quelque chose qui peut contribuer à l'insertion des étudiants handicapés. Merci beaucoup. On voit comme on a pris de la hauteur de l'établissement, on passe au lieu de vie plus global, à la ville. On discute aussi recherche participative, voilà des éléments qu'on garde évidemment bien en note pour la suite. Cédric Villani, vous avons proposé de clore ce premier temps d'échange. Quels éléments de force, quels enjeux retenez-vous et peut-être quelles perspectives aussi pouvez-vous nous proposer et nous présenter? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très fier de pouvoir participer à cette table ronde et je remercie, je félicite le CNCPH pour l'initiative et pour l'ensemble des actions qu'il mène. Avant toute chose, j'aimerais dire à quel point cette question d'enseignement supérieur et handicap, elle est pour moi importante, majeure, emblématique, parce que l'enseignement supérieur, c'est l'une des voies, l'un des pans de la société qui permet de se réaliser, de se dépasser, d'aller chercher les étoiles. Et on sait bien que quand on parle de handicap, il ne s'agit pas seulement de donner aux uns et aux autres, aux personnes en situation de handicap, des outils pour survivre ou se débrouiller. Il s'agit qu'elles aient toute leur place pour se réaliser, se dépasser, réaliser leur potentiel de créativité et de développement et arriver à influer, être acteur, pleinement acteur de la société. L'enseignement supérieur a un avantage sur d'autres secteurs, c'est que c'est un sujet, enseignement supérieur et recherche, dans lequel il y a dans notre panthéon de héros un certain nombre de grands scientifiques qui ont montré que malgré leur handicap, et parfois en s'appuyant sur leur handicap, ils ont pu réaliser des choses extraordinaires. On pense tous à Stephen Hawking. Parmi les mathématiciens, on peut penser à Solomon Lefschetz amputé des 2 mains. On peut penser aux mathématiciens aveugles dans la tradition de l'ère à la fin de sa vie, de Morin ou d'Emmanuel Giroux, que j'ai eu dans mon laboratoire à l'École normale supérieure de Lyon, qui a été, et que j'ai vu aussi directeur de son laboratoire. Je pense à des collègues de promotion à l'École normale supérieure, comme Hatem Zag, qui dans ma promotion était en fauteuil roulant à l'École normale supérieure, qui a fait une grande carrière dans les équations dérivées partielles. Ce sont des profils, des gens auxquels nous sommes habitués, que nous avons pu trouver inspirants et qui doivent nous inspirer pour les actions à donner en matière d'enseignement supérieur et de recherche. De cette table ronde, je vais insister, parmi tout ce qui a été dit, sur 3 lignes forces qui, pour moi, se sont dégagées, qui sont importantes. La première, sur laquelle a insisté Julien Terry et sur les autres sont revenus, c'est l'importance de penser globalement. Dès qu'on se dit enseignement supérieur et handicap, on se dit il faut une assistance pour les cours.
En vrai, il faut une assistance pour beaucoup plus que ça. C'est une réflexion sur les lieux de vie, sur la participation, sur ce qui fait société. Ça peut être le week-end d'intégration, ça peut être la machine à café, ça peut être tout ce qui fait que l'enseignement supérieur, la recherche, ne sont pas seulement des endroits où on dispense des cours et où on récupère des informations, ce sont des lieux de vie et des communautés organisées dans lesquelles il y a des liens à tisser, dans lesquels les liens horizontaux sont au moins aussi importants que les liens qu'on peut qualifier de verticaux entre le cours, l'institution, le professeur et l'étudiant. Et ce besoin de penser globalement, ça veut dire un regard sur tous les actes scolaires et périscolaires, tout ce qui va à côté, une réflexion avec les collectivités territoriales, c'est quelque chose qui doit se penser transversalement. Le deuxième axe fort sur lequel j'insisterai, c'est cette idée sur laquelle aujourd'hui il y a des outils perfectionnés, technologiques, techniques, ou en termes logiques, en termes d'administration. On l'a vu à travers les interventions d'Hélène Legault, de Marie Pierron. Et les plus gros enjeux aujourd'hui, ils ne sont pas forcément là. Il s'agit d'utiliser les outils, bien sûr, il s'agit d'imposer qu'ils soient là, mais c'est autre chose qui est beaucoup moins tangible, beaucoup plus dans le lien, beaucoup plus dans le lien et dans le social et dans le culturel qu'il est important de voir. Sur cette question des outils, je voudrais revenir et insister encore plus par rapport à ce qu'ont dit les intervenantes précédentes, intervenants, sur le développement d'outils qui sont impressionnants. Je parlais tout à l'heure d'Emmanuel Giroux, mathématicien non-voyant, avec sa petite réglette qui était aménagée pour pouvoir lui permettre de communiquer par email avec un traducteur morse vers ASCII. C'était pas morse, pardon, braille bien sûr vers ASCII. C'était impressionnant ce qu'il arrivait à faire, communiquer avec nous par email, en prenant un malin plaisir d'ailleurs, en mettant dans ses messages toutes sortes de références à la vision, en disant j'ai vu ton message, je vais regarder, on va voir ça ensemble, et ainsi de suite. Ça faisait partie de ses caractéristiques. Et la technologie lui avait vraiment permis d'avoir accès à tous les articles, tous les livres. Il les lisait littéralement à travers des programmes d'OCR ou à travers les logiciels LaTeX, pour ceux qui connaissent un petit peu les logiciels d'édition mathématique. C'était une révolution. Des outils, on en a. Le gros enjeu, il est dans la connaissance humaine des uns et des autres. Je crois que c'est M. Thierry qui a insisté dès le début en disant dès le plus jeune âge, il faut être accoutumé à travers les camarades de classe. Et c'est quelque chose qui doit continuer sans arrêt à tous les âges, dans toutes les situations. Être accoutumé, avoir cette connaissance et ce respect, considérer la personne handicapée non pas avec pitié, mais avec fraternité, lui apporter des conseils, savoir la challenger en cas de besoin, participer à l'ensemble de toutes les tâches de la société. Je me souviens d'avoir été particulièrement frappé quand dans mes responsabilités associatives, j'ai été président d'une association qui s'occupait de handicap, technologie et musique, en particulier travaillant avec du polyhandicap et des pensionnaires du cours Raphaël, voir à quel point ils étaient donc de jeunes polyhandicapés qui se retrouvaient en situation à travers tel ou tel programme musical, de faire de la musique, de donner des concerts, de recevoir des cours. Et je me souviens de cette vision, le centre Raphaël, pardon, pas Gabriel, du directeur du centre à la suite de l'une des représentations, challengeant ces pensionnaires atteints de handicap très lourd pour certains, en leur disant « Ok, vous avez fait cette représentation, mais vous pouvez faire mieux, j'en suis sûr, soyez motivés, demain vous allez faire encore mieux, et ainsi de suite », leur parlant comme un chef d'équipe, et ne cherchant pas à les prendre à arrondir trop les angles. Donc, on est ensemble, on est là pour donner le meilleur et vous serez très fiers. Meilleure représentation ils étaient très fiers parce qu'ils avaient fait mieux que la première représentation. Et cette notion de groupe dans lequel on doit participer, être ensemble, projet collectif, liant, qui se joue au niveau culturel bien plus qu'au niveau technologique, me semble fondamental. Le troisième volet sur lequel je vais insister,
dans la foulée de l'intervention d'Éric Chenu, c'est sur la prise de responsabilité et participation des personnes qui sont en situation de handicap. Je crois aussi que ça va dans le droit fil de ce que disait Madame Kopoka, sur la façon de faire entendre et faire évoluer à travers la prise de parole, en faisant remonter les difficultés, que ce soit des difficultés de transport, en donnant son avis sur l'organisation, en s'installant dans la gouvernance. Et il me semble que c'est important aussi dans une société qui doit bien se souvenir de tout ce qu'elle doit à ces personnes en situation de handicap. On sait, je ne vais pas le revoir, c'est un classique dans le domaine des technologies, certain nombre de technologies qui ont été développées pour aider le handicap, qui se sont retrouvées à irriguer l'ensemble des acteurs de la société, y compris non en situation de handicap. Je pense en particulier à des méthodes de lecture développées pour aider les enfants dyslexiques qui se sont retrouvées être des méthodes bien meilleures, bien plus efficaces pour tous les jeunes. Et c'est très important qu'on puisse mettre cette situation en situation de handicap aussi dans une situation qui prescrit, qui donne des consignes, qui participe à la gouvernance. Je terminerai sur ce cas d'enseignement supérieur que j'ai pu côtoyer. Ça m'est arrivé d'avoir des élèves de thèse en situation de handicap. Ça m'est arrivé aussi d'être proche d'un jeune qui était atteint d'une forme sévère des os de verre. Il s'appelle Thomas Mordant. Sa mère a écrit tout un ouvrage sur lui. Il est devenu élève à l'école normale supérieure, extrêmement brillant, profil qui s'est lancé en études mathématiques. Et l'ouvrage qu'a écrit sa mère, c'est tout à la fois un ouvrage pour dénoncer tous les obstacles que la société avait pu mettre sur son parcours, avec les problèmes administratifs, les incompréhensions, les absurdités qu'elle a pu rencontrer à bien des égards, les problèmes culturels aussi, mais aussi la façon dont ce parcours, et le mettre en valeur, la façon dont ce parcours pouvait être extraordinairement inspirant. Et ça arrive que vous rencontriez des profils en situation de handicap qui se réalisent et qui sont pour lesquels vous avez, comme vous le voyez, une double dose de lumière qui se dégage et des profils qui vous rendent heureux, qui vous rendent inspirés et qui vous font avancer vers l'autre projet, que ce soit scientifique, politique ou culturel. Voilà ce que j'en retiens. Et sans prétendre faire la synthèse exhaustive de tous les riches échanges qui ont été, il me semblait que ces éléments, le fait de penser globalement et transversalement, le fait d'être en contact les uns avec les autres et que ça se joue énormément au niveau du respect de la perception, et le fait qu'il y a la prise de responsabilité et le devoir que nous avons pour la société de donner des éléments de gouvernance à nos personnes en handicap, de la même façon que Emmanuel Giroux, que j'évoquais, qui était directeur de son laboratoire, me semblent fondamentaux pour la suite. Merci à chacun et chacune d'avoir été si inspirant, Puisqu'on a évoqué la question d'aller chercher les étoiles, figurez-vous que nous vous proposons, dans la continuité de cette table ronde, un entretien avec Stéphane Houdet, champion paralympique. Restez avec nous, c'est maintenant.